11h06 en direct sur CNews. Merci de nous retrouver. La séquence que vous avez vue il y a quelques instants, je l'ai enregistrée il y a 1 heure environ. C'était le temps de rentrer à Paris, enregistré dans les conditions du direct. Et vous avez vu, il y avait beaucoup de moments très forts. On va y revenir dans un instant. Je vous présente mes invités en direct. Laurent Jacobelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Porte-parole du Rassemblement national et député de Moselle, Charles-Henri Gallois, bonjour. Président de Génération Frexit, Jean-Christophe Gallien, bonjour. Docteur en sciences politiques et Christian Convers, bonjour. Merci d'être là. On vous voit depuis ce matin sur CNews. Vous êtes un peu le fil rouge de l'antenne de CNews et on est heureux de vous avoir secrétaire général de la coordination rurale. Je voudrais juste qu'on revienne sur un moment de la spéciale qu'on vient de voir, c'était les larmes d'Audrey, les larmes de cette agricultrice, parce qu'on a tous été bouleversés par cette maraîchère. Je vous propose de regarder un petit extrait d'1 minute si vous n'étiez pas avec nous. Parce que je crois que tout est résumé là-dedans finalement. Parce que il y a l'amour du métier, il y a cette volonté de continuer, et puis il y a aussi la volonté de se dire mes enfants peuvent pas. Je veux dire, Christian, vous étiez en larmes en regardant cette séquence aussi. Mais je pense que tout le monde. Moi, j'ai fait des barrages aussi. Chaque jour, j'ai vu pleurer des gens. Je vous dirai pourquoi. Hein, les jeunes qui désespèrent et les anciens qui peuvent pas admettre ce truc-là, de dire mais c'est pas possible, il y en a qui se sont battus avant nous pour qu'on ait cette France-là, et là on est en train de tout y laisser faire. Moi j'en ai qui m'ont dit mais attendez, on va aller se battre, hein. On veut pas mourir comme ça, hein. On se laissera pas faire, c'est tout. Hein. Moi, ça vous redonne les larmes aux yeux là. Oui, non, mais parce que ça nous ramène à ces moments-là. Les jeunes l'autre jour, ils écoutaient le discours de Gabriel Attal. Une bonne partie de séance communication, les 2-3 mesures, des mesurettes qui vont nous amener rien. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le GNR qui n'aurait jamais dû exister. Il y a tout. Enfin, on parlera du niveau européen de ce qu'on a demandé. Les jeunes, quand on est arrivé à la fin, aucune mesure pour les installations, aucune mesure pour les transmissions. On demande qu'à transmettre et qu'à travailler. Moi, je suis de Haute-Savoie. Hein, vous connaissez les glières, vous connaissez toutes ces choses-là. Hein. Voilà, des hommes ont su mourir pour demeurer des hommes. Hein. On veut pas crever comme ça, c'est tout. Ce qui se passe là, c'est ce qu'on est nombreux à vivre. Hein. On a des solutions, par contre. Hein. On a demandé des choses très claires. On n'a pas 120. Désormais, c'est très clair. 5 ou 6 pour qu'on rentre travailler chez nous. On va regarder cet extrait. Donc, c'était il y a un quart d'heure sur CNews avec les larmes d'Audrey. C'est un métier qu'on adore et ça serait dommage qu'il disparaisse. Qu'est-ce que vous leur dites à vos enfants? Vous êtes fiers d'eux? Ouais, exactement. Tout à fait. Non, c'est super beau parce que ils n'ont pas toujours eu une vie facile. Se lever tôt le matin parce que j'habitais loin. On n'est pas parti forcément tout le temps en vacances. Et ils veulent quand même. J'en ai un qui veut quand même le faire, quoi. C'est quand même beau. Vos larmes sont touchantes et franchement c'est très émouvant de voir ces larmes. Mais c'est quoi? C'est des larmes de désespoir en fait? Ouais, exactement. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte à l'heure d'aujourd'hui? En fait, c'est impossible. La faute à qui? Au gouvernement, à l'Union européenne. Si on avait les mêmes normes que tous les autres pays européens, déjà on s'en sortirait peut-être un peu mieux. C'est pas le cas à l'heure d'aujourd'hui et je pense que ça sera jamais le cas. Et on restera là tant qu'il n'aura pas fait ce qu'il faudra, quoi. Tout est dit. Pratiquement tout est dit. On répond à la différence près qu'on ne pourra pas rester là tant que ça bougera pas. Moi je pense qu'il y a à la fin de la semaine, on est obligé de rentrer chez nous. Hein, oui. Moi je suis éleveur, tous les éleveurs. Puis même les céréaliers, il faut qu'on attaque la saison. Hein, sur les fermes. Mais si vous êtes obligé de rentrer chez vous, si vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, vous allez rentrer dans quel état d'esprit? Que c'est foutu. Et que c'est foutu, puisque de toute façon, si on n'est pas capable de nous annoncer quelque chose. On est syndicaliste quand même depuis un certain temps, on croit quand même au lendemain, hein. On peut pas dire que c'est foutu. Moi, je peux pas croire que c'est foutu. Je peux pas croire que la France va abandonner son agriculture. Je peux pas croire que notre pays va déléguer son alimentation au marché mondial. Il y a pas longtemps qu'on a eu le Covid quand même. On a vu ce que le président nous a dit. Hein. Voilà ce qui peut nous arriver avec les médicaments. Mais demain matin, si on continue dans cette voie-là et qu'il y a le moindre petit conflit, là, ça sera pas le problème d'alimentaire Agis. Hein. Ça sera pas les agriculteurs, là, le problème. Hein. Vous allez voir comment ça va se passer. C'est quand même pas avoir fait des grandes études pour comprendre ça. Bon sang, va.
Laurent Jacobelli, cette agricultrice, elle nous a tous bouleversés parce qu'elle a envie de transmettre son exploitation, mais elle sait que de toute façon, pour ses enfants, ça va être l'enfer. C'est une image terrible. C'est une image terrible de voir Audrey, je crois qu'elle s'appelle. Oui, Audrey, c'est ça. Pleurer, pas pour elle-même en fait, pleurer pour les générations qui arrivent et pleurer pour le sentiment peut-être de tous ces efforts pour rien, parce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Elle a parlé de 70 heures, je crois, pour des salaires souvent très faibles. 26% des agriculteurs sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a un don de soi, il y a une passion, il y a un amour du métier. Et face à ça, il y a une forme de cruauté quand même, de gens qui leur disent mais le marché mondial est moins cher, on va permettre aux autres d'importer ce que vous n'avez plus le droit de produire. Ils sont stigmatisés par une partie, disons-le, des écolos qui disent que si la planète souffre, c'est à cause d'eux, alors que finalement ils font beaucoup pour la planète. Ils sont surveillés par satellite pour être sûr que leurs exploitations ne font pas des choses illégales, avec une forme de dureté de gens qui viennent vérifier tout ce qu'ils font, avec un sentiment de suspicion, alors que ces gens-là nous amènent la vie. Et donc il est temps de remettre l'église au milieu du village, de reconnaître qu'ils font un rôle essentiel pour notre vie sociale, économique et tout simplement humaine, et leur rendre ce qu'ils nous donnent. Mais vous savez, c'est terrible parce qu'Audrey, vous avez compris, elle a cette passion du métier, oui. Elle a envie que ça continue et elle pense au bien-être de ses enfants parce qu'elle aime ses enfants forcément, et elle se dit mes enfants ils veulent, mais je sais ce qu'ils vont vivre, je sais que ça va être l'enfer. Et c'est là où c'est terrible, bah oui, mais vous vous rendez compte. Il y a une politique, il y a la mondialisation, il y a une politique européenne néfaste qui a été faite, une mort de notre agriculture programmée, il faut le dire, en leur demandant de produire moins, de réduire les terres et les zones d'élevage, en augmentant, en ouvrant les portes et les fenêtres à la concurrence étrangère, même si ce sont des produits de moindre qualité et de moindres normes. Eh bien, on les condamne à une mort annoncée. Et Gabriel Attal a finalement été l'anesthésiste qui est passé il y a quelques jours pour essayer de leur faire oublier ça. Mais non, il y a des mesures à prendre. La souveraineté alimentaire, le respect du travail, la liberté du travail, le salaire juste, tout ça c'est possible. Alors juste, on va retourner sur le terrain dans un instant, mais Charles-Henri Gallois également bouleversé par les larmes d'Audrey. Évidemment bouleversé. Vous savez, moi je viens de la Nièvre, donc c'est un département très rural. Je connais bien le monde agricole. Je connais des agriculteurs et je sais que ce sont des gens qui sont très dignes, travailleurs. En fait, ils veulent uniquement vivre de leur travail. Et c'est dramatique. Enfin, là, on n'en parle pas, mais je veux dire, il y a urgence. Il y a 2 agriculteurs qui se suicident par jour. Donc, on peut comprendre qu'Audrey redoute que ses enfants fassent le même métier. Il y a eu, en 10 ans, un quart des exploitations agricoles qui ont été fermées. 100 000 exploitations. Donc, évidemment que c'est une question de survie pour cette profession. Et ça ne peut plus durer, en fait. Quand vous mettez ces gens-là en concurrence par les traités de libre-échange de l'Union européenne avec des produits qui ne respectent pas les mêmes normes, il y a une concurrence déloyale. Il y a aussi la vision même en fait, de l'agriculture de l'Union européenne. C'est vu comme un boulet à chaque fois, en fait, quand il négocie un accord de libre-échange, il sacrifie l'agriculture au profit des intérêts industriels allemands. Et quand vous regardez le programme de l'Union européenne, qu'ils appellent Farm to Fork, en fait, de la ferme à l'assiette, il est prévu de réduire la production alimentaire de 10 à 20% à horizon 10 ans. Mais c'est une pure folie. Moi, ce qui m'épate toujours, c'est qu'en fait, sur ces plateaux, on est tous d'accord. Donc comment on en est arrivé là ? En fait, si tout le monde est d'accord, tout le monde se rend compte que c'est une pure folie, pour reprendre votre expression, je ne comprends pas comment on en est arrivé là. On va en débattre dans un instant. On part tout de suite sur l'A13, entre Mantes-la-Jolie et Buchelet, dans les Yvelines. On rejoint Adrien Spiteri, qui est sur place avec les images de Sacha Robin. Bonjour Adrien. Quelle est la situation sur l'A13 ? Eh bien écoutez Jean-Marc, l'autoroute A13 est bloquée dans les 2 sens de circulation ici où une 60aine d'agriculteurs sont présents. La plupart ont passé la nuit dans leurs véhicules, dans leurs tracteurs. Des agriculteurs qui attendent désormais des réponses du gouvernement. En témoigne, regardez ce message qui a été déposé. Macron répond, #sauve ton paysan. Et s'il n'y a pas de réponse, eh bien, ces agriculteurs le disent, ils resteront le temps qu'il faudra. Et d'ailleurs, tout est mis en place ici sur cette autoroute A13 pour que ces agriculteurs restent très longtemps. Regardez ce pont qui a été installé avec des palettes. Il permet de passer de l'autre côté de l'autoroute A13. Alors, je vous rassure, c'est du solide. On a vu passer des agriculteurs avec des frigos il y a quelques minutes avec Sacha Robin. Et vous le voyez, de l'autre côté, tout s'organise. Des feux ont été allumés. Il y a des tables avec des bancs sur lesquels sont présents des
des vivres d'ailleurs qui ont été apportés pour la plupart par des Français qui soutiennent ces agriculteurs depuis le début de la mobilisation. Et puis on voulait aussi vous montrer ce groupe électrogène qui permet d'alimenter toute la zone ici, notamment ce frigo, tout cela au milieu de messages de détresse qui représentent aussi la situation dans laquelle sont les agriculteurs. Enfants, on en rêve, adultes, on en crève. Ils parlent évidemment de leur métier d'agriculteur qui est pour eux une passion, des agriculteurs qui attendent désormais des réponses du gouvernement. Le Premier ministre Gabriel Attal doit s'exprimer cet après-midi à l'occasion de son discours de politique générale, un discours qui sera évidemment très scruté ici sur cette autoroute A13. Le CNews sur le terrain, aux côtés des agriculteurs, Adrien Spiteri, avec les images de Sacha Robin. Merci Jean-Christophe Gallien. C'est vrai que on voit cette mobilisation, on fait un état des lieux où tout le monde est d'accord. Mais on se dit, pourquoi on en est arrivé là? La faute à qui? On peut se poser la vraie question, parce que c'est pas une fatalité. Bah oui. D'abord, il y a un premier bloc qui est français, franco-français. Il y a toute une série de mesures, des fonds de garantie qui n'arrivent jamais, des charges sociales augmentées. Il y a tout un contexte de surréglementation aussi. Donc ça, c'est franco-français. Je veux dire, il faut mobiliser l'administration de ce pays, administration agricole, qui est très importante, en partenariat avec les populations agricoles. Et là, c'est très vite réglé. C'est quelque chose qui, encore une fois, dépend de nous. Ça dépend pas de l'Union européenne et je ne sais qui au Brésil et ainsi de suite. Après, ce qui se passe à Bruxelles, moi je connais Bruxelles par cœur et les pays européens en grande partie, c'est une place de marché, on y fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est 27, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué qu'avant quand on était à 9, la maison a été fabriquée pour 9, aujourd'hui elle est à 27, donc ça c'est un peu plus difficile. Ça s'est renationalisé, donc ça veut dire que chacun peut y mettre ce qu'il veut et c'est la force qu'on y met pour créer à la fois la régulation, l'esprit. Pourquoi qu'est-ce qu'on dit sur la PAC? La PAC c'est pas un truc qui est si mauvais que ça, c'est le 30%, un tiers du budget européen. Et en France, c'est 56% de ce qu'on reçoit de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que c'est très important pour nous en termes d'argent. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on doit raconter une histoire. Il n'y a plus d'histoire. Depuis 10 ans, la PAC, elle ne sait plus où elle va. Elle ne sait plus où elle va parce que nous-mêmes, nous n'allons pas mettre les ingrédients dans la table de la négociation européenne, ce qu'il faut faire. Donc ça dépend de nous. Ça, c'est très important et c'est pas impossible. Et ça peut se faire tous les jours, en permanence. C'est pas que du long terme. Vous parliez tout à l'heure de long terme. C'est du très court terme puisqu'on a les élections européennes qui arrivent très vite au mois de juin. Donc ça, c'est du très court terme. Et après, derrière, vous avez une commission qui arrive au mois d'octobre et qui sera en situation de le faire ou pas. Et enfin, il y a le troisième plan. C'est l'international dont on parle beaucoup en ce moment. Et c'est bien parce qu'on l'a redécouvert. L'international, c'est deux choses. D'abord, la négociation qu'on a, nous, en tant que bloc européen. Et là, encore une fois, on y met ce qu'on veut. Avec des pays ou des groupes de pression autour, Amérique du Sud, Thaïlande, on a déjà fait. Le poulet, pourquoi ça s'est effondré? Parce qu'on a libéré le poulet thaïlandais, ukrainien, je ne sais quoi encore derrière. Mais ça peut se faire aussi en négociation. Et puis, enfin, à l'international, il y a les gens avec qui vous travaillez. Parce qu'on n'en parle jamais. Là, ils n'en parlent pas. La grande distribution, les acheteurs de l'agroalimentaire. Les deux parties prenantes, ils ont internationalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'achètent plus en France, ils achètent depuis l'Europe ou ailleurs. Donc, ils sont multinationalisés. Et ça veut dire que le gouvernement français, lui aussi, doit prendre sa responsabilité là-dessus. Et ça, c'est du court terme pour ce Oui, d'accord, mais il a fallu que les agriculteurs s'énervent, il a fallu que les agriculteurs descendent dans la rue, il a fallu que les agriculteurs fassent des blocages pour que tout à coup on se rende compte de cette situation en disant ça fait 10 ans que ça va pas. Excusez-moi, alors les politiques sont des incapables alors. Il y a un modèle de société derrière. Le modèle de société qui nous est vendu aujourd'hui, c'est effectivement d'ultra-performance, ultra-libéralisme, libre-échange mondial et européanisation à force. Je vous rappelle que depuis 10 ans, quand nous parlions de souveraineté, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Vous voulez créer des murs autour de la France. Vous êtes des ringards, vous n'avez rien compris. Or, cette idée de souveraineté, elle est essentielle. Je me permets de continuer. C'est quand même un peu le bal des faux culs. Tous ceux qui aujourd'hui nous expliquent que le monde agricole doit être sauvé, que les traités de libre-échange sont injustes, les ont signés dès demain. LR, Parti Socialiste, Parti d'Emmanuel Macron, les seuls qui se sont opposés. Nous, on a été insultés du matin au soir, comme quoi on ne comprenait rien à l'économie mondiale. Donc il y a aussi, je crois, le mur de la réalité qui aujourd'hui arrive face à Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Les mesures qu'ils ont prises depuis des décennies favorisent l'industrie allemande, mais rendent difficile l'agriculture française, parce que dans le grand troc mondial, nous, on n'a jamais... Je voudrais l'avis quand même de Christian Converse. Est-ce que les politiques sont nuls? Est-ce que si on en est là aujourd'hui, excusez-moi de le dire aussi franchement, mais je parle comme vous, moi. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu... Moi, je suis de Marseille, je parle comme vous. Tout à fait perdu le pouvoir, parce que Bruxelles, c'est très clair, quand on y va, on y était la semaine dernière,
Pour moi, c'est une affaire de fric et de multinationales. Point. Après, les élus, ils sont tous à partager notre discours. Il n'y a rien qui se fait. Donc, c'est quoi le problème? C'est le courage. C'est le courage. Alors, si on s'en sort pas par des élections, mais ils partagent votre avis en France. Mais quand ils sont là-bas, ils partagent pas le même avis. On y est. Le syndicalisme agricole, il faut le reconnaître. Alors là aussi, pour l'avoir accompagné souvent, c'est aussi un lobbyisme permanent. Donc il y a aussi vos têtes de pont syndicalistes françaises et européennes qui attendent, mais c'est important de le dire, qui ont participé depuis 15 ans, depuis 20 ans à l'organisation de cette situation. Donc c'est très important. Après, dans le rapport de force, bien sûr, je le redis, c'est une place de marché. Si vous arrivez avec une dynamique différente, nationale, avec d'autres pays, ainsi de suite, les choses seront très différentes. La narration ne sera pas la même. C'est exactement ça. Un mot, Laurent Jacobelli, et je parlais ensuite de Rungis. Vous dites depuis tout à l'heure, les politiques sont des incapables, etc. Il y a une forme de politique. Moi, si on veut changer de politique, il faut changer les politiques. Mais effectivement, il faut regarder, et j'invite tous les téléspectateurs à le faire, les votes au Parlement européen. Ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut protéger l'agriculture des traités de libre-échange, regardez ce qu'ils ont voté. Et je crois que la vérité va vous sauter aux yeux. Rien n'est perdu pour l'agriculture française. Aujourd'hui, dans les cantines, c'est-à-dire payées par l'argent des contribuables, au final, vu qu'une partie est subventionnée, il y a 2/3 des viandes qui viennent de l'étranger. Ça, c'est une décision qu'on peut prendre demain matin. Demain matin, dans les cantines françaises, il y aura de la viande française. On est capable de la produire. C'est le céréalier qui disait tout à l'heure, il faut mettre du protectionnisme, en fait. Et bien sûr. Il faut protéger nos agriculteurs. Et ce n'est pas un gros mot. Non, mais moins on produira, plus on importera. Ça, c'est une évidence. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les rapports entre les agriculteurs et les policiers, parce que c'est intéressant ce qui se passe. Problème. Oui, on peut y aller et avec plaisir, parce que moi je les ai vus ce matin sur le terrain, j'ai vu comment ça se passait, les policiers qui venaient chercher le café avec les agriculteurs, enfin il y a une super ambiance et ça aussi ça fait partie des choses qui sont particulières à ce mouvement. Je parlais du respect tout à l'heure, le respect des lieux, le respect des endroits, le respect des gens, et il y a aussi le respect de la police. Et peut-être, moi j'entends certains qui viennent sur les plateaux en train de dire oui mais il y a 2 poids 2 mesures, etc. Mais juste en fait face à certains manifestants, on insulte les policiers. On leur dit qu'un policier bon, c'est un policier mort. Là, il y a du respect pour les policiers et c'est normal que les policiers, que les ordres soient comme ça. Axel Ronde, bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat CFTC Police. Merci d'être en direct avec nous. C'est vrai que c'est très différent les rapports dans ce mouvement entre les manifestants et les policiers. Oui, là, on voit très bien qu'il y a une sympathie effectivement des deux côtés, que ce soit des policiers ou des agriculteurs. D'ailleurs, beaucoup de policiers ont de la famille dans l'agriculture, donc on se connaît très bien. Ils savent très bien nos difficultés, on sait très bien les leurs. Donc ça se passe très bien. Il y a une bonne coordination ensemble. Après, le ministre de l'Intérieur a bien défini des limites à cela, bien évidemment, pour éviter des débordements. Donc, il y a eu une action de blocage sur l'autoroute au niveau de Limoges pour permettre, pour bien montrer à cette volonté qu'il ne serait pas tolérable de bloquer Rungis. D'ailleurs, on voit bien que ce convoi maintenant a changé leur objectif. Donc, vous voyez, ça se passe très bien. Le seul point de tension qu'il y a eu, c'était cette nuit. Et au final, ça s'est extrêmement bien passé. Donc, c'est ça qui fait que nous ne sommes pas du tout dans une confrontation. Comme vous dites, ce n'est pas les mêmes manifestants qui sont anti-police en général à la base et viennent pour en découdre. Là, on n'est pas du tout dans cette logique. Sur Rungis, on voit là par exemple les blindés de la police. Beaucoup de gens ont été choqués de voir ces blindés se mettre en place du côté de Rungis. C'est quoi? C'est un symbole en fait, parce que c'est pas 2 blindés face à 50 tracteurs qui vont arriver, c'est pas 2 blindés qui vont faire le poids. Non, maintenant c'est vraiment, on est dans une société de communication aussi. Si c'est des actes, des mots, on va dire, et des images chocs. Si ça reste que ça, la confrontation, pour nous, ça nous va réellement. Donc, chacun montre leur détermination et finalement, on sait très bien qu'avec les brigades de voie publique, le renseignement et les autorités préfectorales, on est en train de négocier, de sécuriser aussi les différents parcours pour éviter un drame comme on a pu connaître à Pamiers. Donc on est vraiment là dans l'accompagnement réel, mais aussi on montre aussi qu'il y a, pour éviter que certaines personnes, parce qu'on sait très bien que dans les mouvements un petit peu de contestation, d'autres personnes sont un peu plus virulentes. Donc pour calmer les ardeurs de certains, on est bien obligé aussi de montrer notre détermination et la force, parce que force reste à la loi, bien évidemment, dans notre pays. Mais comme je vous dis, ça se passe
extrêmement bien. On a de très très bonnes relations avec les paysans, hein, parce que finalement il y a le bon sens paysan dans notre pays et il faut leur faire confiance au final. Pour d'ailleurs même, on veut mettre des normes un peu partout, mais faites confiance finalement aux paysans parce que vous le voyez bien, hein, tout au long des reportages, on voit comment ils se comportent, on voit vraiment ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent faire, et ils veulent faire nous nourrir, et c'est le bien-être au quotidien de la nature qu'ils mettent en place. On le sait très bien, et ça, il faut leur faire confiance, et j'espère que le gouvernement entendra leurs revendications légitimes et que tout le monde pourra sortir la tête haute et qu'on pourra continuer à avoir des agriculteurs fiers de ce qu'ils font, et nous, on sera aussi fiers d'être nourris par eux. Voilà, je suis assez surpris par votre discours, et en même temps, non, parce que c'est rare qu'un porte-parole, excusez-moi, un porte-parole de syndicat de police qui se mouille à ce point-là en disant, en gros, il faut répondre aux questions des agriculteurs, etc. Mais je suis surpris de façon positive, hein, vous l'avez bien compris, et je trouve ça super. Voilà, enfin, j'ai pas d'autres choses. Si allez-y, oui, après je connais pas trop les rapports, mais moi ça me surprend pas. Hein, on est respectueux de la police. Bien sûr. Ils sont là pour nous protéger. Hein, ils nous aident à mettre les barrages en place et tout pour qu'il n'y ait pas d'accident. Celui qui abuse, ils sont pour rien. Alors moi, je vais vous dire, les forces de l'ordre par rapport aux agriculteurs, cet été, Sainte-Soline, hein, je crois, c'est pas si vieux que ça. Hein. Je crois que ça devait être un samedi, je réfléchis. Oui, c'était un samedi. Voilà. Je m'en souviens moi très bien, c'était un samedi après-midi. Comment ça se fait que je regardais la télé le jour-là, mais quand on voyait ce qui se passait, je peux vous dire que nous, les Black Blocs, ils vont pas nous infiltrer, on va s'en occuper. Alors là, il n'y aura pas besoin de la police. Mais bon, quand je regardais Sainte-Soline et qu'on regardait ça, ma femme, elle est venue couper la télé parce qu'elle m'a dit quand tu vas la casser. Non, mais on devient fou quand on voit ça. Quand je disais tout à l'heure, je suis surpris, c'est parce qu'en fait, la police, ils ont un droit de réserve. Voilà, et les policiers en général. Par rapport à ça. Et là, je trouve ça fantastique qu'ils disent voilà, je parle au nom de tout le monde, et en fait, il faut répondre positivement à vos questions. On va voir ce qui se passe du côté de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est important aussi. On part en direct tout de suite. On rejoint Jean-Luc Thomas avec les images de Nathan Temim sur place. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes visiblement sur un barrage également. Vous êtes proche de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Oui, exactement. Nous sommes positionnés sur le rond-point d'entrée à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et les agriculteurs sont arrivés ce matin aux environs de 9h, des agriculteurs qui venaient des départements voisins, l'Aude, le Tarn-et-Garonne, et tout le monde s'est retrouvé ici pour bloquer l'accès à l'aéroport et non pas un blocage ou décollage des arrivées, décollage des avions, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des agriculteurs déterminés qui sont ici. Ils seront là pour écouter les éventuelles annonces de Gabriel Attal, les annonces de Marc Fesneau. Mais malheureusement, disait-il, ils ne s'attendent pas à grand-chose parce que tout simplement, à chaque fois, ils nous disent ça fait des années que l'on entend les mêmes discours et rien ne change ou si peu. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a rien dans les mesures annoncées, rien qui leur convienne, d'autres opérations comme celle-ci seront en fait tout au long de cette semaine, d'autres opérations. Voilà, je vais y arriver. D'autres opérations sont d'ores et déjà programmées si rien ne change. Merci beaucoup, Jean-Luc Thomas, sur le terrain avec les images de Nathan Temim. Juste Christian Converse, un petit mot, parce que là, on a franchi quand même la ligne qu'avait tracé Gérald Darmanin. Il avait dit on ne touche pas aux aéroports, on ne rentre pas dans les villes. Là, les accès aux aéroports, l'aéroport de Toulouse est bloqué. Oui, l'accès, je sais pas, il doit être sur un rond-point. Hein. Donc, quand on parle de Paris, on va bloquer Paris, bloquer les autoroutes 30 km en amont de Paris. C'est bon, non, mais bon, ça va. S'il n'y a pas de truc avant la fin de la semaine, je ne vois pas la suite. Je vois pas la suite. Alors là, il ne faudra pas qu'ils se pointent au salon de l'agriculture, ni les uns ni les autres. Hein. Parce que là, ça va être la révolte. Là, on pourra répondre de personne. Hein, parce que vous voyez bien que les agriculteurs. Là, vous dites on perd le contrôle. Si à la fin de la semaine, on n'a pas les réponses. Il y en a la moitié. On ne répond plus de rien. Il y en a la moitié qui ne sont pas syndiqués. Ils vont comprendre quoi, là? Ça veut dire que nous, on n'est pas capable au niveau national d'assurer notre responsabilité. On a quand même une responsabilité. Si on n'obtient rien du tout, mais même pas des rencontres,
Non mais on va où là? Moi j'ai proposé 2-3 choses. Il peut faire des images fortes. Il nous laisse aller 3 tracteurs dans la cour de l'Elysée pour faire un petit tour. On veut rien casser, bon sang va. Et pour dire effectivement, il nous annonce des mesures là-bas d'engagement qu'il a pris au niveau de l'Europe. Mais je crois que ça réconcilie un petit peu. Il y a un moment, il y a un moment faut qu'on sorte. Moi, faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Ce que je découvre avec vous ce matin, Christian Convers, c'est que vous dites à la fin de la semaine, on va être obligé de lever la plupart des barrages parce qu'il va falloir qu'on rentre, parce qu'on a des fermes, parce qu'on a des exploitations, il faut s'en occuper. Et si à la fin de cette semaine, on n'a pas les bonnes réponses à ce moment-là, attention. Voilà, vous avez vu avec Jérôme là-bas, qui avait initié le mouvement, mais quand on a fait 8 jours sur un barrage, mais on est raide. Ouais. Et puis il y a la maison, il y a les parents, il y a les animaux. On peut pas. Nous, éleveurs, ça peut pas durer plus. C'est pas possible. Donc ça là-dessus, ils peuvent jouer là-dessus, de dire de toute façon, on va s'épuiser. Peut-être cette nuit ils ont essayé ce truc-là de dire on va séparer ceux qui viennent là-bas du sud là, qui sont plutôt en bonnet jaune, pas en gilet jaune. C'est peut-être ça qui a été essayé, je sais pas. Mais on est ouvert à la discussion. On est sur Paris. C'est ce qu'on a dit avec notre présidente. On est sur Paris. Passer 3h30 avec la FNSEA puis pas nous accorder une demi-heure. Ce qu'on a à dire. Ce que j'ai dit là, les 5 mesures, on les a déjà dit une fois. On va les redire une deuxième fois. La pédagogie, c'est l'art de répéter. Et pourquoi ils veulent pas vous parler? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous le savez, dites ce que vous pensez. Ce que j'ai dit chez vos collègues, on entend le patron de la FNSEA, c'est le patron de l'agriculture. Moi, je suis pas son salarié, je suis pas son ouvrier. On n'a pas exactement le même mode de pensée. On représente pas tout à fait la même chose. Je suis pas à son niveau, c'est très clair. Je vis que de ma pauvre petite ferme. Voilà, donc c'est pas la même chose. Donc malgré tout, c'est du mépris. Non, mais excusez-moi. Je vais dire que tout le monde est content de cette situation. Si c'est ce que vous dites, c'est du mépris. Pour nous, un petit, oui, on le ressent comme ça. Je vais le dire comme ça, puisque je lui ai dit, j'ai déjà dit à la première ministre d'avant. Donc à la fin, oui. Quoi d'autre? Bon, c'est toujours les mêmes qui ont les bonnes idées. C'est ceux qui ont. Je regrette, mais nos collègues de la FNSEA, j'ai eu de l'admiration pour eux, j'en ai moins aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit chez un de vos collègues, il y en a un de trop, entre le ministre et la FNSEA. C'est les mêmes. Je pense que c'est la FNSEA qui écrit la feuille de route, et je crains, au regard de l'âge et du personnage, parce qu'il faut reconnaître que Ressources est un personnage. Je me demande si hier il n'est pas allé faire des injonctions au Premier ministre, lui dire c'est ça qu'on veut. Derrière ça, je sais pas, il y a quoi? Il y a des députés européens. Il y a serré le coup pour le syndicalisme minoritaire, si on peut encore le couper un peu plus de financement. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont discuté pendant 3h30. Ils ont 120 mesures, ça prend un peu de temps. Nous, on en a 5 ou 6. Point. C'est tout. Et vous, on ne vous reçoit pas. Il nous écoute, et il nous dit, puis à la fin de la semaine, il nous dit, j'en ai rien à foutre de ce que vous racontez. Point. C'est tout. Et puis, les gens tireront leur... on va faire une pause. On fait la pause de pub, on fait le CNews Info. On se retrouve dans un instant en direct, 11h33. On continue ensuite à aller sur le terrain. Toutes les équipes de CNews mobilisées auprès des agriculteurs depuis ce matin. Vous le voyez et vous le vivez avec nous. CNews Info, la pub, à tout de suite. Un pare-brise à remplacer? Pour être certain d'avoir l'expertise de Carglass, le vrai, tapez bien dans la barre d'adresse www.carglass.fr. Et là, vous êtes sur le site officiel de Carglass. Pour être sûr, vérifiez qu'il y a bien notre logo ici. Cliquez sur « Prendre rendez-vous ». En 3 minutes sur carglass.fr, c'est fait. N'oubliez pas, carglass.fr. En plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace Bosch. Carglass répare, Carglass remplace. On nous a demandé une page de pub. On a préféré vous offrir du repos. Matelas No Stress, fabricant de matelas depuis 4 générations. En ce moment, avec les soldes, faites des économies sur votre literie, pas sur votre sommeil. Marc Fesneau à la manœuvre. Le ministre de l'Agriculture sera à Bruxelles demain après-midi pour une série d'entretiens. Objectif de ce déplacement, accélérer le traitement des urgences européennes en lien avec les annonces du Premier ministre.
Pendant ce temps, les agriculteurs ne décolèrent pas, bien au contraire. Ils sont plus que jamais mobilisés et multiplient les actions coup de poing et les opérations de blocage un peu partout en France. Objectif, bloquer les grandes villes et notamment Paris. Et puis, après avoir été freiné à plusieurs reprises au petit matin par les CRS, le convoi de Haute-Garonne a pu finalement repartir. Annonce de la coordination rurale sur CNews qui précise que désormais, ils font route vers Vierzon. Leur objectif final reste le blocage du ventre de Paris, le symbolique marché de Rungis. Rungis, justement, 11h36 sur CNews, on y va tout de suite en direct. Célia Barotte, bonjour, vous êtes à Rungis pour CNews, avec pour l'instant aucun tracteur en vue, visiblement. Oui, Jean-Marc, pas de barrage de paille ici, mais plutôt un barrage de gendarmerie. Comme vous pouvez le voir, il y a un barrage filtrant qui permet aux véhicules d'être contrôlés. Certains véhicules ce matin ont même dû montrer patte blanche, montrer ce qu'il y a dans leur véhicule, dans leur coffre. Il y a aussi, je vais vous montrer ces véhicules blindés de la gendarmerie nationale qui sont disposés ici au péage du marché de Rungis depuis dimanche soir, puisque je vous le rappelle, Gérald Darmanin a déployé 15 000 forces de l'ordre pour cette mobilisation agricole. Le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'aucun tracteur n'allait rentrer dans le marché de Rungis. Il veut que ce marché, qui est très important, notamment pour les restaurateurs, continue de fonctionner. On a une présence de gendarmerie très importante ici et qui va, je pense, augmenter au fur et à mesure de la journée et au fur et à mesure de l'évolution du convoi des agriculteurs. Célia Barotte en direct de Rungis, merci beaucoup. C'est étonnant d'ailleurs d'envoyer des gendarmes, Christian Converse, parce que les gendarmes, c'est souvent... ils viennent souvent de ces pays-là dont vous venez, ils viennent des régions, ils viennent... Et c'est étonnant de mettre des gendarmes. Je vois déjà qu'ils leur ont changé les 2 véhicules, alors c'est déjà bien. Oui. Ceux d'hier sont peut-être tombés en panne. C'est plus compliqué. Charles Gall, vous voulez parler de l'hypocrisie. L'hypocrisie de qui? Des politiques? Évidemment, parce qu'on voit une sorte de lassitude des agriculteurs dans tous les témoignages. Et l'hypocrisie, on la voit encore quand Gabriel Attal nous explique la concurrence déloyale, c'est insupportable. Et vous aviez dans le même temps les députés macronistes qui ont voté au Parlement européen l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, l'accord de libre-échange avec le Chili, qui va évidemment là aussi mettre en concurrence les filières élevage et les filières fruits et légumes. Donc il faut arrêter de se moquer du monde. En fait, c'est assez insupportable d'entendre ce discours-là quand ils font l'inverse. Et c'était pareil pour le PS et LR quand ils étaient au pouvoir. Ils ont voté tous les accords de libre-échange. En fait, ils sont aussi crédibles que s'ils nommaient Frédéric Becbédé ou Renault, ministre des Sports. C'est à peu près ça. Becbédé, il se prend une balle perdue au passage, on ne sait pas pourquoi. Un accord de libre-échange, c'est pas un gros mot. Un accord de libre-échange, on ne peut pas dire ça aux gens qui nous écoutent, c'est ce qu'on met dedans. Oui, c'est comment on le négocie, c'est quel est le contenu des accords. L'agriculture, c'est un enjeu géopolitique majeur. On n'a pas su le défendre correctement. C'est-à-dire que même on devrait faire une diplomatie agricole plus que ça. C'est-à-dire qu'on est tellement fort sur les céréales, tellement fort sur un certain nombre de secteurs qu'on pourrait en jouer dans notre rapport de force avec les autres. Et on ne sait pas le faire. Donc un accord de libre-échange et de la diplomatie globale, c'est pas un gros mot, c'est quelque chose qu'on doit faire. Oui, on vit pas dans un monde fermé, il faut arrêter de le faire croire. La réalité, c'est ce qu'on met dedans. Et la coordination, par exemple, là, pour le coup, pour revenir à ce qu'on dit sur le terrain, c'est pas la FNSEA. Et là, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas de l'hypocrisie, là, c'est aujourd'hui en train d'essayer de... Oui, il y avait une grosse unité jusqu'à présent dans ce mouvement, et là, on voit bien, alors c'est pas le cas aujourd'hui, vous étiez avec quelqu'un de la FNSEA sur l'autoroute tout à l'heure, là, on a la coordination rurale, ils s'aiment pas trop d'habitude, mais en même temps, là, on voyait qu'ils s'associaient. On l'a entendu tout à l'heure. Maintenant, ce que le gouvernement va essayer de faire, c'est ça, cette division. C'est pareil. Ce qui n'est pas vrai, c'est que la base aujourd'hui, même à la FNSEA, elle n'est plus contrôlée de la même manière. Et là où le mouvement répond à quelque chose qui est plus proche d'une révolte, c'est parce que les bases, encore une fois, sont très animées. Et s'il n'y a pas d'accord d'ici la fin de la semaine, et s'il n'y a rien avant le salon d'agriculture, alors pour le coup, bon courage. Parce que ce qui se passera, c'est que localement... Laurent Giacomelli. D'ici la fin de la semaine, on peut le régler, le problème de quelques normes, notamment quelques, en France, oui. Quelques pesticides interdits qui sont autorisés ailleurs, même au sein de l'Union européenne, et qui viennent nous concurrencer. Oui. Les charges, on peut faire 2-3 choses. Oui, mais les problèmes de fond, notamment le fait que certains se gavent quand même sur l'agriculture française. Moi, si on prend le prix du lait depuis 20 ans, la marge brute, eh bien les producteurs de lait, leur marge brute, elle a augmenté de 0% en 20
20 ans. Celle des distributeurs, elle a augmenté de 188%. Celle des transformateurs de 64%. Donc de la valeur ajoutée, de la richesse, il y en a. Mais cette richesse, on la prend aux agriculteurs, on la donne à d'autres en France, ou on la donne à d'autres à l'étranger pour produire à notre place. Et donc il faut maintenant rendre nos agriculteurs libres de travailler, arrêter de les enquiquiner au quotidien et de les prendre pour des enfants qu'il faut surveiller en permanence. Ils savent très bien ce qu'ils font et leur rendre l'argent qu'ils investissent. Mais justement, moi j'avais une question. Ça, il faut le faire. Et c'est pas demain. J'avais une question à vous poser. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Moi, je crois qu'en France, on n'a pas le droit de vendre à perte. Non. Or, les agriculteurs, en fait, par exemple, le lait, parce que j'ai eu plein de cas d'agriculteurs en direct ici, ils m'expliquent qu'ils vendent à perte. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, de toute façon, depuis le départ, on demande des prix, pas des primes. Donc, on a perfusé l'agriculture et avec ça, on l'a dirigé partout. Alors, ce qu'on veut, c'est malgré que chaque production arrive à vendre, puisqu'on ne fixe pas nos prix de vente, mais il faut qu'on arrive à vendre en dessus un peu de notre prix de production avec une certaine marge. Sinon, de toute façon, on ne peut rien tourner. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Donc ça, il n'y a pas la possibilité. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité. Il y a les lois Egalim, il y a tout ça, mais ça, si ça serait appliqué à la perfection, dans le meilleur des mondes, oui, ça marcherait, mais ça marche pas. Donc, mais on oblige à vendre à perte. On oblige à vendre à perte. Comme c'est fait là, mais c'est quasiment calculé, puisque au niveau européen, on laisse rentrer sans TVA, on fait venir d'ailleurs. Il faut ramener de l'espoir. Ça, c'est les règles européennes et du revenu aux agriculteurs pour qu'on arrive à payer nos factures et à garder Laurent Jacobelli. On est dans un système pernicieux, c'est-à-dire que l'ultralibéralisme, on fait tout arriver en France qui vous concurrence. En même temps, on impose des normes, notamment à cause des écologistes et de leur lobbying, qui supposait que les agriculteurs veulent tuer la planète. Donc bref, on vous impose des normes et donc vous ne faites plus de marge. Et donc on vous donne des aides, on vous accompagne. Donc, c'est un système qui ne fonctionne plus. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on vous lâche un peu la bride, que vous puissiez gagner de l'argent avec vos produits et qu'on assure la souveraineté nationale. Parce qu'on a perdu notre sidérurgie, on a perdu notre industrie du médicament, on est en train de perdre notre industrie automobile, on veut perdre notre agriculture, on veut dépendre du monde entier. Donc le jour où l'Amérique du Sud décide de ne plus envoyer de produits en France parce qu'ils ont eux-mêmes des problèmes, qu'on ne peut plus faire venir les cerises de Turquie, qu'est-ce qu'on fait? On mange plus? Donc on est dans une situation d'urgence. Il faut déclarer ce qu'on a déclaré pour la culture. Moi, j'ai travaillé dans ce monde-là et il y avait l'exception culturelle française, ce qui fait que vous ne pouvez pas diffuser des films américains du matin au soir. Il faut diffuser des œuvres françaises parce que c'est notre culture. Et bien, c'est la base même de notre syndicat. Bien sûr. L'exception agriculturelle, oui, c'est notre modèle de vie, oui, c'est notre gastronomie, oui, c'est notre souveraineté, c'est ce qui a façonné nos paysages et notre culture. Alors, on veut la garder. C'est quand même pas compliqué à comprendre. En direct sur le terrain, on part sur l'Assis à Villabé. Mathieu Devez est avec Florian Paume. Bonjour Mathieu, avec ce barrage qui est bien présent sur l'Assis et visiblement avec du monde. Beaucoup d'agriculteurs sont présents. Effectivement, Jean-Marc, on nous annonce pas moins de 120 tracteurs mobilisés ici sur la 6, une autoroute qui est bloquée depuis 14 heures et hier par des agriculteurs toujours autant déterminés. D'ailleurs, la majorité d'entre eux ont dormi ici, alors soit dans leur cabine ou alors vous allez le voir, l'un d'entre eux a même dormi dans un hamac. Regardez, juste ici. Alors on a discuté avec le propriétaire et il nous l'assure, sous 5-6 degrés, je peux vous l'assurer Jean-Marc, c'est ce qu'il nous a dit, ça pique un peu. Ensuite, je vais vous montrer un slogan, c'est le slogan d'ailleurs qu'on voit le plus ici, le slogan majoritaire. Regardez, il est juste en dessous d'un classique, le fameux panneau retourné. Notre fin IN sera votre fin AIM. Un message d'alerte donc, car selon les agriculteurs avec lesquels nous avons échangé, le risque est bien l'effondrement, oui, de notre agriculture française. Enfin, on va peut-être se quitter en vous montrant ces images de Florian Paume. Vous avez ces tracteurs que l'on voit à perte de vue. Et juste derrière, vous avez le campement des agriculteurs. C'est sur ce campement qu'ils vont suivre donc le discours de politique générale de Gabriel Attal. Et il nous l'assure, s'ils ne sont pas convaincus par le discours du Premier ministre, ils pourraient bien rester ici encore quelques jours, voire quelques semaines. Merci beaucoup. Les équipes de CNews sur le terrain, sur la 6 à Villabé. Mathieu Devez avec les images de Florian Paume. Christian Converse, j'ai vu qu'il y avait du monde hier soir à l'Élysée. Je me suis dit, Emmanuel Macron, il est en train de recevoir les agriculteurs. Mais non, c'était les handballeurs. Ah, quoi qu'il y avait un but qu'il fallait saluer. Là. Oui, quand même. Mais il est où dans ce conflit? Non, mais bon, c'est ce que je dis. Hier soir, on a fait passer le message. On était sur Paris. Moi et la présidente. Donc, et bon, son Premier ministre, je pense qu'il devait être avec le ministre de l'Agriculture. Ils reçoivent pendant 3h30 les collègues de la FNSEA. Bon, il nous accorde une demi-heure. Je pense que s'il nous donne déjà la ligne, peut-être il nous entend.
il va porter un message à Bruxelles, il n'est pas obligé de nous dire lequel. Quand il revient, on est déjà sur de meilleures bases. Mais vous ne croyez pas que le président de la République, il doit s'en mêler maintenant? Vous ne croyez pas qu'il est temps? Parce qu'il était en Inde, il est rentré d'Inde, il reçoit les handballeurs, il est reparti en Suède. La décision finale, c'est lui. Il veut se la garder pour lui. Mais ça, on peut comprendre, hein, connaissant. Je pense qu'il risque d'y avoir aussi peut-être je ne vais pas dire un volte-face, parce que ça, j'y crois pas. On a vu ce qu'ils ont fait sur l'énergie. Donc l'agriculture, s'il prend la mesure, mais si là, il ne la prend pas, il ne la prendra jamais. S'il prend la mesure, il est capable de dire quand même, je peux penser ça, de dire on va changer de méthode, parce que la PAC telle qu'elle est là, qui est en train de se faire remplacer par la PEC aujourd'hui, politique environnementale, elle va vous conduire tous par terre. Ça va finir par la plouffe. Hein. Donc, mais on y est à la plouffe. Charles-Henri Gallois, est-ce qu'Emmanuel Macron doit sortir du bois? Mais en fait, il y a un vrai problème de philosophie globale. On parlait tout à l'heure des accords de libre-échange. En fait, c'est que pour tous les sujets, l'agriculture, c'est la variable d'ajustement. Vous parliez de la PAC. Mais la PAC, il faut quand même savoir que sur le prochain budget, elle diminue de 16%. On nous dit que la France est le premier bénéficiaire de la PAC de 9 milliards d'euros. Super, sauf que la France est un contributeur net à l'Union européenne. Je rappelle quand même qu'en 2021, la France a donné 12,4 milliards d'euros en plus qu'elle n'a reçu. Donc il faut arrêter de faire croire aux agriculteurs que l'Union européenne les protégerait. Évidemment qu'il y a un problème de surtransposition. Évidemment qu'il y a des problématiques nationales, mais il n'en reste pas moins que la base des normes qui visent à réduire la production agricole, le problème du libre-échange, il est là-bas. Et donc on voit que ce blocage à Paris, et j'ai toute la sympathie d'ailleurs, ce céréalier du premier reportage s'est expliqué, ils ne veulent pas ennuyer les Franciliens, évidemment, ce sont des délinquants, ils ne veulent pas embêter les Français. Mais je pense peut-être que sur ces questions-là, un blocage à Bruxelles serait plus efficace, mieux reçu, et peut-être plus populaire. Je suis même pas sûr. Juste, moi, ce matin, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs sur le barrage où j'étais sur la 15, et certains me disaient, mais vous savez, nous on gagne 700, 800 euros par mois, alors qu'on travaille 60, 70 heures. C'est le problème, moi, hier, qu'est-ce que j'apprends? Que les sénateurs, eux, augmentent leurs frais. Augmentent leurs frais de 700 euros par mois. On est à plus de 6600 euros de frais, en plus du salaire. Donc, par mois. Gauthier Lebret, bonjour. Merci d'être avec nous. Journaliste politique à CNews. Excusez-moi, ils sont hors sol, ces gens-là. C'est les sénateurs qui se sont augmentés de 300% leurs frais. De 700. Les députés de 300, ils sont hors sol. Complet, déconnexion totale. Vous parlez effectivement des agriculteurs qui gagnent très peu d'argent. Il y a ceux aussi qui en perdent. Et le tout dans un contexte évidemment d'inflation, dans un contexte où on annonce la hausse du prix de l'électricité. Et donc à chaque fois, que ce soit les sénateurs ou les députés, on nous explique que c'est pour faire face à l'inflation. Il n'y a pas un Français qui va recevoir une petite enveloppe entre 300 et 700 euros pour faire face à l'inflation. Alors il faut savoir que les sénateurs ont été plus discrets que les députés, puisque les députés, la polémique a éclaté tout de suite. Alors que les sénateurs ont voté cela en novembre pour que ça prenne effet depuis le 1er janvier. Donc on l'apprend par ricochet depuis qu'on a su que les députés s'étaient augmenté leurs indemnités de 300 euros. Un mot sur les députés, parce que vous savez que certains ont fait un rétropédalage, y compris le Rassemblement national, puisqu'il n'y a que la France insoumise qui s'est abstenue. Et les insoumis, ils n'ont pas voté contre. Hein. Ils se sont abstenus pendant que c'était débattu au bureau de l'Assemblée nationale. Et donc le RN a fait un rétropédalage. Marine Le Pen a dit que c'était une erreur, puisque Sébastien Chenu, vice-président du RN, avait voté pour au sein du bureau de l'Assemblée, et demande à ce qu'on postpose cette augmentation de 300 euros des indemnités des députés. Yael Braun-Pivet a dénoncé un double discours, et elle assume cette hausse de 300 euros. Mais c'est vrai que ça soit au Sénat, où on augmente de 700, ou à l'Assemblée, où on augmente de 300, il y a un fossé, mais abyssal entre les Français, leurs revendications, leurs préoccupations, leurs difficultés à avoir du pouvoir d'achat, et nos élus qui s'augmentent, que ça soit de manière visible ou non, puisque les sénateurs, c'était encore une fois en novembre, et on l'apprend qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Laurent Jacobelli, qui est député, veut préciser que... je suis choqué, moi aussi, hein, je partage ce qu'il vient de dire. C'est les frais qui sont augmentés, c'est pas l'indemnité. D'ailleurs, on a demandé officiellement à ce qu'on revienne dessus, mais c'est pas nos indemnités, cet argent ne vient pas chez nous. Personnellement, ce sont les remboursements de frais, et une fois encore, si les dépenses ne sont pas engagées, ça vient pas dans notre poche. Mais enfin, les frais, c'est les restaurants, c'est pas des frais... C'est le coût de la permanence, oui, ça reste inaudible. Il ne fallait pas le faire, c'est inopportun, sans avoir un très bon... Mais c'est les frais, on est d'accord, c'est les frais. Moi, je veux juste votre avis, Christian Converse, là-dessus. 700 euros, les sénateurs s'augmentent. Mais ils sont malades, ces gens-là. Disons que c'est facile. C'est facile. En plus, ils se le votent eux-mêmes. Il y a rien de simple. C'est de l'argent public. Nous, on a de l'augmentation perpétuelle. Personne ne vient nous payer les factures, ça c'est sûr. Déjà, c'est pas le bon moment.
c'est pas le bon moment. Je crois qu'il y a une histoire de timing. Quand les choses le permettent, vous vous rendez compte que, bon, nous, je pense qu'on est nombreux, hein, les agriculteurs, à avoir des salariés qui gagnent mieux leur vie que nous, quoi. Ils travaillent moins, on est obligé ils sont forcément... C'est pas dans beaucoup de professions quand même que c'est comme ça. Le salarié, on est bien obligé de suivre l'évolution normale des lois sociales, d'augmenter. Puis nous, ça reste ce qui reste, et souvent ça reste rien. Et voilà. Bon, merci Christian Converse, en tout cas, secrétaire général de la coordination rurale. Merci d'être venu. Merci à tous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews. Dans un instant, Sonia Mabrouk. À demain. Et d'ici là, soyez prudents. La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.